Il déchire et il ment, pauvre serment. Il fait souffrir tous les amants qui n'ont pas su tourner la page. Amour, amour. Hello and welcome to Primetime Bitch. Et voilà, c'est parti, on arrive à la dernière des vidéos, la troisième vidéo sur la troisième mère, Mater Lacrimarum. Ici, on va s'attaquer à non pas un film, mais deux films comme je vous l'avais annoncé dans la vidéo précédente. Et préparez-vous parce que ça va être du lourd. Mother of Tears, Mater Lacrimarum. La mère des larmes est la plus belle des trois sœurs. Elle dirige Rome. Kinsey la définit comme la plus âgée des trois sœurs. Celle qui se cache dans les chagrins, elle se glisse chez les hommes en quête de tristesse. C'est la première, elle porte le nom de Madone. Argento, lui, la définit comme la plus belle des trois sœurs. Après Mater Suspiriorum dans Suspiria en 1977 et Mater Tenebrarum dans Inferno en 1980, c'est au tour de la mère des larmes, la Mater Lacrimarum, de débarquer sur les écrans. Mais contrairement à ce que vous pouvez penser, je ne vais pas vous parler de Mother of Tears, du moins pas tout de suite. Car si Argento est celui à l'origine de la trilogie cinématographique autour des trois sœurs sorcières, je te renvoie à mes deux autres vidéos concernant les films précédents, il n'est pas le premier à s'être penché sur l'histoire de cette troisième mère, la Mater Lacrimarum. C'est en effet bien des années avant la sortie de son Mother of Tears que Luigi Cosi et Daria Nicolodi invoquent à leur tour les Mater. Et ce dans le but de clore la saga instaurée par Dario Argento et Daria Nicolodi avec Suspiria. Tout fraîchement séparée de son réalisateur de mari, Daria Nicolodi s'attelle à la suite d'Inferno auquel elle avait collaboré. Ce troisième et dernier film aurait été écrit dans la foulée d'Inferno afin de donner un chapitre final à la saga. Elle proposera alors son scénario à Luigi Cosi pour qu'il réalise son chapitre. Argento avait quant à lui abandonné le projet pour se consacrer à son nouveau film, Ténèbres, et ainsi délaisser la sorcellerie et l'alchimie afin de renouer avec le genre qu'il avait fait connaître, le giallo. Daria, qui était restée dans l'ombre de Dario durant les deux opus précédents, y voit l'occasion d'écrire l'histoire de Levana, celle d'une déesse romaine qui préside les premières heures de l'enfant. Cette femme que Thomas Kinsey voit en rêve et qu'il mentionne avec les trois Mater dans son ouvrage Confession d'un mangeur d'opium. Et si vous voulez en savoir plus sur les Mater et les Vana, je vous renvoie vers la seconde vidéo de ce dossier sur les trois mères, celle sur Inferno. Daria n'est donc jamais bien loin lorsqu'il s'agit d'invoquer les trois sœurs sorcières. Et si elle a en tête de clore l'histoire des mères avec une sorte de Suspiria 3 non officielle, Luigi Cosi lui ne se voit pas adapter la suite de la duologie d'Argento et rester dans l'ombre de son œuvre. Pour ce faire, il modifiera quelque peu le scénario tout en parsemant l'histoire de codes propres à Argento. Ici, comme Daria l'avait prévu, Levana est toujours au cœur de l'intrigue. Il Gattonero nous embarque dans une folle aventure alors qu'une équipe tente de réaliser un film d'horreur sur la troisième mère, Levana. Luigi Cosi nous plonge dans la mise en abîme de la genèse même de son film. Il opérera aussi d'autres changements scénaristiques pour brouiller les pistes tout en veillant à offrir une double lecture au spectateur. Ce qui lui permet notamment de jouer sur les deux tableaux, s'affirmer en tant qu'œuvre unique et s'appuyer sur l'univers des Mater d'Argento. Cependant, malgré ces changements, Il Gattonero, sorti en 1989, reste dans l'oubli le plus total, rangé au rang des mauvaises séries B. Un flop en partie dû aux nombreux problèmes de production, mais aussi et surtout dû à l'absence de Daria Nicolodi sur le projet final. Elle qui devait en effet tenir le rôle principal et être mentionnée au générique quitta le projet car il s'éloignait beaucoup trop de l'idée qu'elle en avait. Aujourd'hui, il n'est effectivement pas fait mention de la participation de Daria sur le projet, et vu le rendu final du long métrage, c'est probablement mieux pour elle. Outre l'abandon de Daria Nicolodi, il y a fort à parier que les problèmes de communication autour du film ont beaucoup à voir avec l'échec de Il Gattonero. L'un des pires exemples, c'est le nombre de titres donnés au film, des titres véhiculant une image trompeuse autour du long métrage qui n'ont pas dû aider. Oui, les titres parlons-en, c'est donc là que ça se corse. Et Il Gattonero se retrouvera affublé de noms tous plus improbables les uns des autres, l'incluant dans des sagas ou encore des univers littéraires qui n'ont rien à voir avec lui. Bouge pas, si ce n'est pas très clair jusque-là, j'arrive, je vais t'expliquer tout ça. Mais je te préviens, tu vas devoir t'accrocher,
car les films italiens ont la fâcheuse tendance à changer de titre comme de chemise, et ce dû à des distributeurs pas très malins, pour finalement avoir tellement d'appellations qu'on finit par s'y perdre. La saga des zombies italiens allant jusqu'à compter pas moins de 4 titres différents pour certains de ses opus. Ici, Il Ghetto Nero se nommera The Black Cat, un titre n'ayant bien sûr aucun lien avec le film en lui-même. Mais alors pourquoi ce chat noir? Tout simplement parce que les producteurs avaient vendu le film aux distributeurs comme une œuvre s'inspirant des écrits d'Edgar Allan Poe, alors qu'il n'en était rien. Ce changement de titre et ce lien bâtard et surtout non légitime avec Edgar Allan Poe allant jusqu'à forcer le réalisateur à filmer de nouvelles scènes présentant un chat noir, histoire de faire illusion. Ah, y a pas à dire, ils sont forts ces Italiens. Le deuxième problème majeur, outre le fait que le film ait été vendu grâce à un argument marketing mensonger, c'est qu'en 1990, soit un an après la sortie de Il Ghetto Nero, Argento et Romero réalisent un film d'anthologie horrifique, Les Deux Yeux Maléfiques. Un film qui devait d'ailleurs initialement réunir Argento et Romero, qui eux resteront sur le projet, mais aussi John Carpenter et Stephen King. J'aurais bien voulu visionner cette version. Pour le moment donc, aucun nuage à l'horizon, sauf que le segment du film adapté par Dario Argento se trouve être une adaptation d'Edgar Allan Poe qui se nomme Le Chat Noir en l'occurrence. Et là, c'est le drame. En plus de faire de l'ombre à la suite non officielle d'Inferno, ce segment crée encore plus la confusion autour de cette œuvre qu'est Il Ghetto Nero. Mais quand on pense que ça ne peut pas être pire, c'est mal connaître la distribution des films italiens. Car en plus de porter le titre de Il Ghetto Nero, ou encore The Black Cat, le film de Luigi Cosi se nomme aussi Démon 6 des Profondis pour les intimes. Aucune limite et surtout aucune logique donc dans l'appellation des réalisations italiennes. Et pour mieux comprendre l'absurdité de ce titre, on va devoir opérer un petit flashback. Démon donc, c'est une duologie réalisée par Lamberto Bava, assisté par Michel Soavi et produit par Argento. Le premier film, sorti en 85, s'axait autour de spectateurs coincés dans un cinéma et en proie à des démons bien bavants. Le tout ambiancé par une chouette BO au son de Claudio Simonetti, Motley Crue ou encore Accept, avec son Fast as a Shark, qui encore aujourd'hui me reste en tête. Un an plus tard, ce film connaîtra une suite, avec Démon 2, ici toujours réalisé par Lamberto Bava et produit par Argento. Jusque-là, vous me suivez encore, non? À partir de ce second opus, sorti en 86, la saga des démons est officiellement close. Mais ça, c'était sans compter l'intervention des distributeurs et producteurs dans la franchise. Car si Démon est une duologie, son titre et l'ombre de cette saga vont traîner encore longtemps dans la production cinématographique. En 1989, Michel Soavi travaille avec Dario Argento sur un projet, The Church, Sanctuaire. Tout d'abord prévu comme la suite de Démon 2. Le film sera finalement modifié par son réalisateur, Michel Soavi, pour devenir un film indépendant de la franchise. Le film revêtra cependant le titre de Démon 3 dans certains pays, et ce malgré le fait qu'il n'est en rien une suite à l'œuvre de Lamberto Bava. Mais la folie italienne ne s'arrête pas en si bon chemin. La même année, Lamberto Bava sort un téléfilm, The Ogre. Lui aussi aura l'immense honneur de porter le titre de Démon 3, The Ogre, en dehors de l'Italie. Ici, le seul point commun entre The Ogre et Démon 1 et 2, c'est son réalisateur, rien de plus. Bon, jusque-là, vous me suivez toujours? Non, parce qu'il reste encore un troisième démon. Cette fois-ci, c'est au film de Umberto Lanzi, sorti en 1991, Black Demon, d'entrer dans la famille des démons Bava. Le réalisateur avait initialement intitulé son film Black Demon, mais il prit le titre de Démon 3 lors de sa sortie en vente. Les distributeurs lui affublant une appartenance à la saga des démons, alors qu'il n'y avait encore une fois aucun rapport entre les deux. Les démons de Bava ont donc eu le droit à pas moins de 3 films pour le troisième opus non officiel, on est pas mal. Allez, courage, on arrive à la fin. En 1991, Michel Soavi sort un film intitulé La Secte. Ce même Soavi qu'on verra faire un petit coucou dans Démon 1 et qui avait déjà eu sa place dans la Démon Family pour son film Sanctuaire. Et c'est ce film qui deviendra Démon 4. J'en ai mal aux cheveux rien qu'y penser. Pour Démon 5, c'est la Machera del Demonio qui s'y colle. Et même en faisant totalement abstraction de l'histoire et de tous les arguments qui font de Démon 5 un titre ridicule pour ce film, on ne peut pas négliger un élément majeur, ce Démon 5 est sorti en 1989, soit 2 ans avant le soi-disant Démon 4. Même sur ce point, ils ne sont pas bons. J'aurais dû vous prévenir qu'il allait vous falloir une aspirine pour ce passage de la vidéo. Ici,
Pour ce 5e opus, on retrouvera un Lamberto Bava qui tente de rendre hommage au classique de son papounet, Le Masque du Démon de 1960, mais passé Bava, il n'y a pas d'autres similitudes. Ce qui nous amène à Démon 6 de Profundis, The Black Cat, Il Gattonero. Bon, comme ses copains, c'est bien sûr après sa sortie qu'il rejoindra la famille des démons, faisant par la même occasion partie de cette grande institution des fausses séquelles italiennes. Et y a pas à dire, ça vend du rêve. À savoir qu'il existe aussi un film de Lucio Fulci qui porte le même nom, The Black Cat, sorti en 1981. C'est pire que de tenter de suivre les épisodes de Doctor Who dans l'ordre cette histoire. Cette fausse saga, elle finira par enfin prendre fin en 1994 lorsqu'elle se squatte sur son dernier long métrage. Dès la morte, dès la mort, qui deviendra alors Démon 95. Pauvre Michel Soavi, il a tout de même eu 3 de ces films qui ont pris bien malgré lui l'appellation trompeuse de Démon. Et il jouera aussi dans Démon 6, Il Gattonero de Luigi Cosi. C'est peut-être bien lui la clé finalement. Enfin, vous l'aurez compris, les titres dans les œuvres cinématographiques italiennes sont loin d'être de tout repos. Et notre Il Gattonero dans tout ça. Le film de Luigi Cosi placera une mise en abîme et prendra racine autour d'une équipe de passionnés qui souhaitent tourner un film empreint dans l'univers d'Argento et qui s'axe sur la troisième mer. En utilisant la mise en abîme, Luigi Cosi en profite pour osciller entre l'hommage criant et la critique ironique sur les conditions de la genèse des trois mers d'Argento. Quand le film s'axe en partie autour de l'alchimie entre un réalisateur et sa femme qui est actrice, alors qu'ils viennent d'avoir leur premier enfant, autant vous dire mes petits chatons que ça ressemble étrangement à Dario et Daria lors de la création de Suspiria. Enfin, moi je dis ça, je dis rien. Tout tourne effectivement autour du personnage de Levana, et sur qui va jouer le dit personnage. Une histoire qui n'est pas sans rappeler les disputes concernant le rôle de Suzy pour Suspiria. Il Gattonero est donc présenté comme un film sur la troisième mer. Le petit hic, c'est que Levana, du moins dans les ouvrages de Kinsey, dont est tiré le personnage, n'a rien de la troisième mer. C'est une déesse, une mère qui converse avec ses 3 douleurs, et non la Mater Lacrimarum. Pire, en plus de mélanger Levana et Lacrimarum, Luigi Cosi donne des caractéristiques à Levana qui sont propres à Tenebrarum, notamment son voile de crêpe, dont il est fait mention dans le film. Et ce n'est pas le seul élément qui sera pris à Tenebrarum, car Luigi Cosi la définit comme la mère des suicides alors qu'il n'en est rien. Levana accompagne l'enfant, mais n'est en rien la conseillère des suicides. Ce rôle, c'est celui de Tenebrarum. Ici, par le biais de l'équipe du film, Luigi Cosi évoque la légende de Levana autour d'une discussion sur le long métrage. Il évoque d'abord l'appartenance de Levana à un ouvrage de Baudelaire dans le chapitre de Suspiria de Profundis. Je lève mon verre à Levana. Qui est Levana? Eh bien, c'est l'héroïne de notre histoire et la clé de notre avenir. Ah oui, je vois. Femme de secret. Allons, dites-nous, on vous promet de ne rien dévoiler. Eh bien, voilà. Dan, tu veux bien? D'accord. Nous avons tiré l'idée de ce film d'une œuvre de Baudelaire. Le poète des damnés? Le livre s'appelle Suspiria de Profundis, c'est à propos de Levana. La troisième mère, la Mater Lacrima. On dirait le nom d'une fleur. C'est du latin, la mère des larmes. Le titre semble familier. Est-ce que quelqu'un n'a pas déjà fait ce film? Oui, ça a été un grand succès. C'était un excellent film. Même les critiques avaient été unanimes. C'est Dario Argento qui a réalisé Suspiria. Et je dois admettre que c'était très bon. Et vous faites un remake? Ah, pas du tout. Pas du tout. Il y a assez de matière dans Suspiria de Profundis pour 10 films, ou 20. Et notre histoire s'appelle... Et Profundis, Je ne comprends rien. C'est encore du latin. ça veut dire des profondeurs. Ah. Les déesses de la douleur sont au nombre de 3. Les 2 premières ne nous intéressent pas, elles ont déjà été faites. Mais la troisième déesse est Levana, la mère terrible. Elle est la représentation du mal dans notre film. Vous comprenez? Le drame se répète inexorablement toutes les 24 heures. Alors qu'elle repose, les puissances élémentaires du mal se rassemblent en elle pour finalement l'amener à l'instant du réveil. Elle bouge, elle remue, elle semble sentir la vie pénétrer peu à peu en elle. Elle perçoit, tâtonne, d'abord avec son esprit et son instinct, et puis avec ses yeux. Et lentement, elle tend ses mains. Enfin, elle émerge de son lit de glace pour aller parcourir le monde des hommes telle une ombre forte. Elle règne sur un vaste royaume, derrière le triple voile de cratère qui recouvre son visage. Elle est la mère de la folie, la conseillère du suicide. Elle est la griffe du tigre, le souffle du dragon.
La tombe est sacrée pour elle, ainsi que tout ce qui est immondice et souillure. Elle est la vie des ténèbres, avec le feu dans ses yeux, un feu qui rend visible des choses qui ne devraient pas être vues. Ils se feront finalement reprendre par une femme qui leur dira que Kinsey est le vrai auteur à l'origine de cette légende, en leur présentant un livre qui n'a rien de mon petit bouquin de poche, mais plus d'un grimoire. Le tout en évoquant qu'il ne faut pas mentionner le nom de Levana sous peine de l'invoquer. Encore une fois, la légende emprunte énormément au personnage de Tenebrarum, puisque c'est à son sujet que Kinsey insiste sur le fait qu'il ne faut pas dire son nom à voix haute. Luigi Cosi tente clairement de brouiller les pistes, tout en gardant un pot pourri des éléments de l'œuvre initiale. Le tout entrecoupé d'effets lumineux à la manière de Suspiria, en beaucoup moins réussi bien sûr, et là, soudain, la musique de Suspiria. J'avoue, je suis restée quoi. Les protagonistes évoquent aussi l'œuvre de Dario Argento Suspiria. Au passage, Luigi Cosi en profitera même pour se justifier par l'intermédiaire de ses personnages, lorsqu'ils affirment qu'ils ne feront pas un remake, et que l'histoire est bien assez grande pour faire une dizaine de films, tout en précisant qu'ils ne veulent pas faire un film sur les autres sœurs car elles ont déjà eu leur film. Tout comme Varelli dans Inferno, les protagonistes prendront ici part à l'action en devenant conteurs de leur propre histoire. Enfin, l'œuvre de Luigi Cosi, c'est l'illustration même du non-respect des franchises dans la production italienne, dans les années 80. Il Gattonero avait du potentiel. Malgré le ratage dont il est l'illustration, c'est tout de même une expérience cinématographique de l'improbable, qu'il faut éprouver au moins une fois. Et quelque part, en visionnant cette série B, qui est loin d'être un chef-d'œuvre, je suis pleine de frustration, parce que cette Levana, j'aurais bien voulu voir son histoire transposée en film, et que malheureusement, la suite qu'allait offrir Dario Argento au public en 2007 serait elle aussi loin d'être un opus de qualité. 27 ans après son long métrage sur Mater Tenebrarum, Argento se décide enfin à donner une suite à sa duologie trop longtemps orpheline de son dernier opus. Il dira notamment « Une question qui m'a persécuté pendant près de 30 ans a été « Mais quand est-ce que tu vas réaliser le dernier épisode de la trilogie des mers ?» Depuis Inferno, il s'agissait d'un film qui remontait à 1980, et je me gardais bien de donner une réponse précise. L'histoire que j'avais tenté d'esquisser pour terminer la saga ne m'avait jamais complètement convaincu. Je préférais donc suivre d'autres récits. Depuis Inferno, donc sorti en 1980, le réal était retourné à son premier amour. Le giallo avec un ténèbre où aucune ombre n'aurait su vous cacher du tueur, un phénoména au sommet de l'onirisme, son opéra qui était l'illustration même de sa maîtrise technique, sa collaboration avec Romero dans Deux yeux maléfiques, sa trilogie avec sa fille Asia dans Trauma, Le syndrome de Stendhal et Le fantôme de l'opéra, puis des films qui petit à petit prenaient plus des airs de téléfilms médiocres qu'autre chose, avec Le sang des innocents ou encore Card Player. Mais c'est véritablement sa participation à la série Master of Horror qui l'impactera. Argento compte parmi les nombreux réalisateurs d'horreur qui ont participé au projet tels que John Carpenter ou encore Tobe Hooper. Et avec son épisode Jennifer, sorti parmi les autres segments de la série, il va avoir un nouveau regain créatif. Lui qui avait subi et souffert de la censure durant l'intégralité de sa carrière, se voit proposer de faire un épisode sans aucune limite. C'est cette nouvelle libération créatrice qu'il vivra avec Master of Horror qui lui donnera un nouvel élan créatif qui le poussera à converser à nouveau avec les fantômes qu'il avait laissés de côté pendant près de 30 ans. C'est Mater. Et plus précisément la dernière des mères, Lacrimarum, à qui il donnera un film, un chapitre final pour ces trois Mater. Mover of Tears sorti en 2007. Et si Master of Horror est l'élément déclencheur de Mover of Tears, ce n'est pas sa seule incidence sur ce chapitre. C'est en effet Adam Guilherach et Jen Anderson, un couple de scénaristes qu'Argento avait rencontré sur le tournage de la série, qui seront en charge du scénario de Mover of Tears. Ils apporteront une première version à Argento, une version qui respectait totalement l'aspect laïque des deux précédents opus selon lui. L'une des premières versions suivait un archéologue qui, suite à la découverte d'une petite statue féminine en Afrique, tombait dans le coma une fois rentré à Rome, tandis que les adeptes de Lacrimarum se préparaient à déverser un virus afin de détruire l'humanité. Cependant, cette première version n'était plus en accord avec le nouvel état d'esprit du réalisateur. En 30 ans, il s'en passe des choses, et Argento s'était notamment rapproché de la religion depuis son dernier opus Inferno. Il changera donc certains éléments du scénario afin de transposer sa nouvelle foi dans Mover of Tears. Daria Nicolodi avouera quelques années après la sortie du film qu'elle ne comprend pas vraiment l'aspect religieux apporté au film, un aspect qui selon elle lui donnerait des airs d'émule de l'Exorciste. Le tout, comme pour les autres opus, entrecoupé de recherches littéraires au travers des textes alchimistes et gnostiques. Mais voilà, malgré les changements qu'Argento apporte au scénario de Mover of Tears, il reste sur la réserve. C'est lorsqu'il en fait part à sa fille Asia et qu'elle s'emporte d'enthousiasme prête à prendre un rôle dans ce nouveau long métrage qu'Argento s'embarque dans les aventures de la troisième mère. Sur le modèle d'Inferno,
Mother of Tears joue la carte du film ludique et radote sans cesse sa mythologie. Entre l'ouverture sur le titre de Mother of Tears, la troisième mère pour affirmer sa position de troisième chapitre d'une trilogie, mais aussi par les nombreux éléments d'information qui guideront Sarah sur sa nature et vers la mater pour un affrontement final, là encore Argento n'aura de cesse de nous ressasser inlassablement les codes de la trilogie. Mais ici, Mother of Tears s'apparente beaucoup plus au giallo dans la quête de vérité du personnage de Sarah. On est bien loin du labyrinthe, de la grotte ou encore du monde d'Alice au pays des horreurs, mais bel et bien dans une enquête menée par Sarah. Comme beaucoup des protagonistes évoluant dans l'univers d'Argento, il s'agit d'une étrangère, une américaine en études à Rome qui va bien malgré elle se retrouver plongée dans une épopée qui la dépasse totalement. Et pour prendre les traits de la nouvelle héroïne de Dario Argento, c'est sa fille, Asia, qui s'y colle. Si Fiole, son autre fille, ne passera quasiment pas devant la caméra, sauf dans Phenomena, Démon ou encore Card Player, c'est une véritable relation cinématographique qui s'est installée entre Argento et son autre fille, Asia. Entre les projets de son père et ceux de ses collaborateurs, c'est un peu comme si Asia avait passé toute sa vie en tant qu'actrice. De son premier rôle dans Démon 2 jusqu'à sa participation au très médiocre Alien Crystal Palace aux côtés d'Ariel Dombal. Comme pour les précédents protagonistes de la saga des Mater, Sarah travaille dans un domaine artistique. Après la danse pour Suzy et la musicologie pour Marc, c'est à Sarah, une étudiante en art, ou plus précisément en histoire de l'art, de prendre la suite. C'est d'ailleurs par ce biais, comme pour les autres opus, qu'Argento va emmener la Mater jusqu'à Sarah, puis Sarah jusqu'à la Mater. C'est par l'art qu'elle obtiendra dans un premier temps les clés pour pouvoir étudier les trois mères et ainsi appréhender leur légende. Argento en profitera d'ailleurs pour faire du réchauffé et réaffirmer pour la 1000e fois qu'elles sont au nombre de 3, comme l'étaient les Grâces, les Muses. À croire qu'il n'a retenu que ce passage de l'ouvrage de Kinsey. La grande nouveauté, c'est la backstory qu'apporte le personnage de Sarah. Elle est en effet présentée comme la fille d'Elisa Mantis, cette même Elisa Mantis qui réduisait Helena Darkos, Dark Queen, Mater Superiorium, à une forme fantomatique pour que finalement, quelques années plus tard, Suzy mette fin à son règne. Il sera d'ailleurs fait mention des événements qui sont survenus dans Suspiria à travers Mother of Tears. Et on bouclera la boucle en faisant apparaître encore une fois Udo Kier. Celui qui jouait le docteur Mantel dans Suspiria prend ici les traits d'un prêtre. Mais ce personnage de Sarah, c'est aussi le moyen pour Argento de mettre en avant la magie blanche. Le bien face à l'acrimarum. Une notion qui était quasi absente dans les 2 longs métrages précédents. Alors que Daria Nicolodi n'avait pas eu le rôle de Suzy dans le premier volet, elle tiendra un rôle dans Inferno. Mais surtout, elle jouera Elisa Mantis, la sorcière blanche ultime dans Mother of Tears. Ici, elle apparaît en vision à sa fille qu'elle tentera de guider dans son initiation à la magie. Avec Mother of Tears, Argento réunira sa bulle familiale, Asia et Daria, le temps d'un long métrage. Elisa Mantis accompagne Sarah dans son chemin initiatique. Mais malheureusement, ici le coming of age ne prend pas. Si Sarah se retrouve tout comme les autres protagonistes des œuvres d'Argento dans un parcours, une épopée cauchemardesque par la faute d'une urne qu'elle étudiait, le cheminement du personnage là est beaucoup plus superficiel. Si pour Suzy il est clair qu'elle chemine vers sa vie d'adulte et que Marc lui avance vers la mort, ici outre le rite d'initiation à la part de magie en Sarah, le reste est tout de même un peu flou. De même que la fin elle-même semble elle aussi bâclée et ne convainc pas vraiment. La fin de Mother of Tears reprend le schéma des 2 volets précédents, soit une fin victorieuse du héros ou de l'héroïne qui a vaincu la Mater et qui est sortie de sa demeure. Ici, Asia Sarah sort de cette épreuve en éclat de rire comme Suzy 27 ans auparavant. Concernant la Mater, là aussi ce n'est pas une mince affaire. La figure de la Mater Lacrimarum ne ressemble en effet en rien à la description qu'en fait Kinsey, sauf pour sa puissance. Quand la Lacrimarum de Kinsey semble se cacher dans les larmes et ne pas être en quête de désolation, celle d'Argento est encore plus féroce que la féroce des sœurs selon lui, Tenebrarum. Justement, si l'une des sœurs devrait reconnaître la maternité de ce film, c'est bien Tenebrarum. Car la Madone des tristesses, celle qui apporte la mort, la folie et les suicides, ce n'est pas Lacrimarum mais bel et bien Tenebrarum. Et finalement, bien qu'il s'agisse d'une adaptation, Argento ne semble pas maîtriser l'essence des 3 mères, leur volonté et ce qui motive leurs défunts funestes. Pire que les multiples méprises sur le personnage, c'est aussi l'image qu'il donne à Lacrimarum qui ne colle pas. Alors que Lacrimarum était d'une beauté hypnotisante lors de son apparition dans Inferno, ici la nouvelle Lacrimarum n'a rien de bien hypnotisant. Même pire, elle n'a rien d'envoûtant ni de charismatique. Elle tombe malheureusement dans une vulgarité sans faille qui lui donne plus des airs de sorcière au rabais qu'autre chose. Pourquoi en dévoiler tant, dans tous les sens du terme, pour cette mère censée être une madone mystique? Cette Mater censée être au-dessus de tout n'est a priori pas au niveau. De plus, il gâche la figure de Lacrimarum en explicitant beaucoup trop de choses, ce qui ne laisse pas la place au mystère et à l'inconnu, nous laissant sur un final aussi décevant que la Mater elle-même.
La genèse qu'il tente d'esquisser autour de la matière ne remonte pas non plus le niveau en soi. L'histoire qui nous est contée, au début du long métrage, soit celle d'ouvriers qui en 1814 ont trouvé des artefacts dont une urne et une robe alors qu'ils rénovaient une église. Peu de temps après, un chevalier partit afin d'emmener l'urne au Vatican. De ce voyage, il n'en résultera que la mort et la désolation. Le chevalier finira par mourir et on enterrera l'urne avec son corps. Cette fameuse urne, elle appartenait à la Mater Lacrimarum. Et c'est cette même tombe qui nous est dévoilée à l'ouverture du métrage comme l'élément déclencheur de la résurrection de la Mater. Progressivement, après la découverte de cette tombe, la folie et la puissance de Lacrimarum commencent à prendre place à Rome. Nous sortons alors un coven qui là encore ne fait pas le poids. Son coven a plus des airs de girls band que d'une véritable organisation de sorcières. Selon Argento, il voulait vraiment donner un aspect plus juvénile à ce nouveau coven. Et c'est chose faite. Mais pour le reste, ça ne prend pas, le tout parsemé de scènes improbables, comme ce magnifique waza d'un des adeptes de Lacrimarum. Je commence à regretter Suspirorium qu'on ne voyait quasiment pas. Outre la genèse bancale de notre Lacrimarum, c'est toute la mythologie présentée dans le second opus et les clés données par Varelli qu'il laisse de côté. À croire qu'Argento n'a pas revu ses films avant d'écrire ce nouveau scénario. Et ce qui saute clairement aux yeux lorsque ce troisième et dernier chapitre entre en scène, c'est « mais où sont les couleurs ? Où se trouve la touche si picturale, le soin donné à l'esthétisme dont bénéficiaient les deux autres longs métrages ?» Bien sûr, l'écart entre Inferno et Mother of Tears n'est pas négligeable. Après 27 ans, le travail d'Argento et sa sensibilité ont forcément évolué, de même que le marché du cinéma italien n'est pas non plus le même qu'il y a 30 ans. Si dans les années 70-80, le cinéma italien avait beaucoup d'argent et était presque autosuffisant, les années 90, elles n'ont pas été de tout repos pour ce cinéma, avec de nombreux budgets réduits qui finissent par à terme impacter la production. Cette baisse de budget a bien entendu dû jouer dans les résultats finaux de Mother of Tears, bien que les effets ne soient pas non plus mauvais. Mais là où le bas blesse, c'est au niveau de la cohérence esthétique entre les différents opus. Si un changement au niveau de la palette chromatique est le bienvenu dans Inferno, afin de différencier l'univers dans lequel évoluent les matères, enlever cette palette chromatique et par la même occasion l'onirisme au cœur de la franchise est là pour le coup bien dommageable. Argento fait fi de l'onirisme, du rêve, du cauchemar pour partir dans un monde de folie, de débauche et un grand n'importe quoi surtout. De cette palette si particulière, on n'en aura qu'un simple clin d'œil par une vue sur une fenêtre d'un appartement. Sinon, pour le reste du film, les éléments les plus colorés restent les maquillages du Coven Girls Band de la Mater, donc pas grand chose en soi. Avec cette perte d'irréel, c'est aussi l'attachement au conte des deux autres opus qu'il choisit de mettre de côté, en créant encore un peu plus un fossé entre ce volet et les deux autres. Outre la couleur et le manque de cohérence concernant la Mater, les années ne semblent pas avoir épargné Argento. Et il laisse de côté l'un des éléments, si ce n'est l'élément majeur de sa franchise, la demeure. Car oui, rappelons que dans les films précédents, la demeure est le noyau même des Mater et de leur pouvoir, leur centre d'énergie en quelque sorte. Cette maison devenait alors sous nos yeux ébahis un tout organique. Ses fenêtres, ses portes et ses couloirs devenant autant d'organes qui vivaient dans une harmonie cauchemardesque avec elle. C'est dans cette demeure qu'il établissait un rapport claustrophobique avec le protagoniste comme le spectateur, bloqué dans un monde irréel. Ici du surnaturel mais rien de bien irréel au rendez-vous. La lumière naturelle s'incruste et les teintes sont d'un naturel terne et froid, à milieu de l'onirisme des deux premiers opus. Le tout sans cette demeure, ce point de repère qui dynamise tout le film. Alors oui, je veux bien sur le papier, Lacrimarum est celle qui a le plus grand domaine. Mais quand bien même avoir un domaine sans limite, avec des rues de Rome très reconnaissables, s'il n'y a plus vraiment de maisons imposantes. Argento, qui aimait montrer une ville imaginaire dans ses précédents films, en mélangeant des plans de Turin et de Rome pour rendre sa ville surréaliste, nous montre ici un Rome sans phare et sans détour. Et la demeure. Il faut tout de même plus d'1 heure au long métrage pour nous dévoiler le livre de Varelli, Les Trois Mères, et ainsi nous afficher une illustration des 3 maisons dont celle de Lacrimarum. C'est tout de même un peu léger pour un élément central de sa trilogie, l'une des clés selon le livre de Varelli. Et c'est notamment par cette véritable Bible des Trois Mères qu'il va tenter d'intégrer son 3e opus dans la mythologie des Mater. Un livre qui fait fi de clins d'œil mais aussi de redites sur la Genèse elle-même. Ce grimoire n'est bien sûr pas le seul clin d'œil au premier volet. Le plus repérable est sans l'ombre d'un doute la scène du taxi qu'Argento reproduira dans chacun de ses films sur les Trois Mères. Une scène qui permet d'ailleurs d'affirmer que dans cet opus, le réalisateur a définitivement perdu l'essence de sa franchise en chemin. Même s'il s'agit là de la seule scène qui fait véritablement référence aux autres films, notamment par la musique.
Oui, la musique, parlons-en. Au fur et à mesure des vidéos, vous allez vite vous rendre compte que je suis très sensible à la musique dans les films. Tout autant que la photographie, le cadrage ou encore les couleurs, la musique me fait vibrer. Et c'est aussi pour ça que j'aime autant les comédies musicales. C'est pour sa symbiose avec les films de Dario Argento que j'aime autant son œuvre. Plus qu'une musique de fond, la musique dans l'œuvre de Dario Argento est un personnage du film, comme je l'avais déjà dit dans la vidéo sur Inferno. Mais là aussi, c'est l'un des éléments majeurs qui manque cruellement au métrage. Ici, pas ou presque pas de musique, rien d'identifiable, sauf pour cette fameuse scène du taxi, et pourtant c'est Claudio Simonetti qui est aux commandes. Là aussi, on aurait espéré mieux du bonhomme. Ici, Dario Argento ne remplit donc pas son propre cahier des charges, et loupe en quelque sorte le coche d'un chapitre final qu'il a pourtant gardé en gestation pendant près de 30 ans. Mother of Tears est loin d'être le navet annoncé en tant que film indépendant. Cependant, si on l'inclut dans la franchise des Trois Mers, c'est un raté complet. Oubliant qu'il s'inclut dans un univers singulier, mais mettant aussi en avant des scènes gênantes et complètement gratuites qui ne servent ni à donner du charisme à la matière, ni à l'histoire. Il n'est plus question de rentrer dans l'antre de la bête, de la sorcière, mais d'arriver dans un monde de débauche risible, et dans la surenchère qui a plus inspiré le remake de Suspiria qu'autre chose. En somme, Mother of Tears ne trouve pas sa place dans cette trilogie, et fait fi comme Il Gattonero d'opus bâtard, qui ne convainc pas le spectateur. Ils ne sont pas dupes. Il n'y a aucune continuité visuelle, et c'est la cata. Ce qui clôt finalement la saga par un vilain petit canard qui appuie encore l'inégalité au niveau de la qualité dans la trilogie. Et de ce dossier, ce parcours à travers les mers de Daria et Dario, j'en ai retenu que, finalement, la trilogie des Trois Mers est assez représentative de l'évolution de la production italienne, mais aussi de la carrière d'Argento. C'est aussi le reflet d'une saga qui ne s'achèvera jamais vraiment. La rupture entre les deux artistes Daria Nicolodi et Dario Argento laissant une œuvre inaboutie qui, à mon sens, n'aurait pu avoir de véritable fin qu'à travers une collaboration entre les deux personnages. Lorsque Dario Argento mentionne Mother of Tears, il évoque que c'est un peu comme dire adieu à une fiancée, tout en étant très nostalgique dans ses propos. Cette saga est une belle métaphore de la relation entre Daria et Dario, d'un début passionné et plein de créativité avec Suspiria, d'une cassure insondable à travers Inferno, et enfin d'une rupture qu'Argento n'a jamais vraiment acceptée et dont il a mis 30 ans à faire le deuil de cette œuvre qu'il avait conçue avec Daria à travers son chapitre final Mother of Tears. L'illustration même de la fin d'une époque, de la fin de leur projet commun. Encore aujourd'hui, il est très difficile d'identifier le vrai du faux concernant les Mater, afin de savoir qui a fait quoi, tant Daria et Dario semblaient être en symbiose lors de la création. Et les affabulations de Dario Argento n'arrangeant en rien les difficultés que j'ai pu rencontrer lors de mes investigations. Il est indéniable qu'ils se sont apportés l'un l'autre. Aujourd'hui, de ce fameux final, Daria Nicolodi affirme qu'elle est la seule à en savoir le véritable contenu, et que finalement, Mother of Tears n'était qu'une tentative de Dario pour boucler la saga. Enfin, je dois avouer qu'en me plongeant dans l'histoire des films de Dario, je me suis plongée dans l'histoire de Dario. J'y ai vu des regrets, de la passion, de la douleur, de l'imagination et un monde peuplé d'onirisme. Et j'ai fini par encore plus aimer l'œuvre et le bonhomme pour ses qualités, mais aussi pour ses failles finalement. Et c'est un peu ça, aimer une œuvre, c'est le temps d'un visionnage rentré en connivence avec le créateur.